Timeline, 5000 ans d'histoire, Richard Fremder. Donc la Constitution ne lui permet pas d'intervenir, tout acte personnel est interdit. En plus, sa responsabilité de mesures antireligieuses vient de l'attitude hostile d'une partie du clergé à l'égard de la République. Donc il renvoie un petit peu la balle de l'autre côté. Il ajoute « Je ne puis malheureusement que fort peu sur les ennemis de l'Église. Votre sainteté peut beaucoup sur les ennemis de la République. » Et hop, je lui renvoie la patate chaude, si j'ose dire. Autre question gouvernementale importante, la politique coloniale de la République, toujours naissante en fait. Grévy a finalement peu de goût pour une extension un peu trop grande qui serait donnée à la politique coloniale. Non pas qu'il soit hostile au principe, au développement de nos colonies, mais il lui semblait que dans l'époque présente, à la suite des événements, encore une fois, la guerre de 70 perdue, les événements que la France traverse, le peu de moyens qu'elle a à ce moment-là, et qu'elle a en Europe même un pressant besoin de toutes ses forces militaires, une trop active, on va dire, surveillance à exercer sur ses frontières pour avoir le droit de disséminer comme ça ses ressources dans des entreprises qui pensent, lui, d'une utilité pas très directe, qui risquerait peut-être même de coûter beaucoup de soldats et beaucoup d'argent, plus que ça n'en rapporterait. Il n'a pas forcément tort. Aussi, il va approuver l'expédition de Tunisie, qui croit nécessaire à la protection de l'Algérie et au maintien de l'influence de la France dans la Méditerranée. Il va toujours voir avec un regret assez peu dissimulé quand même les proportions qui sont données à l'occupation du Tonkin et les sacrifices que ça va entraîner. Encore une fois, quel que soit son avis personnel, et si clairement qu'il ait pu le donner, il laissait quand même toujours à ses ministres la responsabilité d'agir, encore une fois, conformément à la volonté du Parlement. Vous allez dire que je radote, que je raconte la même chose à chaque fois, mais je suis obligé vraiment d'affirmer ça pour que vous ancriez vraiment Jules Grévy dans votre esprit, qui est quand même un président pas si inutile que ça, beaucoup plus important que ce qu'on croit. En plusieurs circonstances, il va se montrer aussi un diplomate heureux, habile, notamment lors d'un incident. Cet incident, c'est ce qu'on appelle l'incident Schneebly. Jamais depuis 1871, un différend plus grave ne s'était produit entre la France et l'Allemagne. Vous savez qu'entre ces deux pays, depuis un moment, il suffit d'une étincelle pour que ça parte. L'affaire a eu lieu le 21 avril 1887, à la frontière, près de Metz. Vous avez un fonctionnaire français, Schneebly, qui est mis en état d'arrestation par la police allemande sous prétexte d'espionnage. Tout ça, on le saura, est monté par Bismarck, un prétexte qui cherche pour rééditer le coup de la dépêche d'Ems. J'ai déjà eu l'occasion d'en parler. Goblet, le nouveau président du Conseil radical, si on avait eu Clémenceau, qu'est-ce que ça aurait été ? Ça, c'est une question qu'on peut se poser. Alors Goblet a voulu mobiliser, mais a cru bon quand même, avant de mobiliser, c'est-à-dire avant en gros, pour réagir à cette arrestation, avant de lancer l'armée française sur l'Allemagne, il faut quand même imaginer ça, il a quand même cru bon d'avertir le général Brugère, secrétaire général de l'Élysée. Et tous les deux vont décider de réveiller Jules Grévy, ce qui n'est pas une mince affaire. Il a le sommeil lourd. Ils entrent dans la chambre à coucher, au premier étage de l'aile latérale, vous savez, éclairée à cette époque-là par la bougie. On imagine que ça pouvait faire danser les ombres de manière sinistre. On imagine ça dans cette immense, à l'époque, Élysée. Aujourd'hui, ça paraît tout petit, tellement il y a de monde. Les visiteurs rapportent les faits au président, qui s'écrie, qui est très en colère sous son bonnet de nuit à pompons, comme on avait à l'époque. « Mais les ministres veulent la guerre, c'est insensé, j'ai besoin de réfléchir, revenez à 8h, et je vous dirai alors quand je pourrai recevoir monsieur Goblet. » Le président, le lendemain, annonce, le lendemain matin, qu'il va recevoir les personnalités, mais à midi seulement. Il a eu le temps de réfléchir sur la situation qu'il a très bien analysée. Vous avez une lettre du commissaire de police allemand qui a été trouvée dans le cabinet de M. Schneebly qui démontre le guet-apens. Mais la diplomatie de Bismarck, elle, tergiverse et déclare que M. Schneebly est coupable d'espionnage. La haute cour de Leipzig a donné donc l'ordre de l'arrêter. Voilà ce qui s'est passé.
Grévy, pendant toute la durée de cet incident, ne va cesser, comme l'a rappelé d'ailleurs l'un des ministres, d'avoir la main sur le gouvernail de l'État. Le président de la République a fait face à ce moment-là à des difficultés à la fois extérieures, intérieures. Imaginez un peu l'opinion publique, celle qui déjà en 70 voulait la guerre. La même opinion était frémissante. Vous avez le général Boulanger, qui est ministre de la guerre. Imaginez Boulanger, ministre de la guerre, qui est au fait à ce moment-là de sa popularité extraordinaire, hâbleur, tout ça, le général Boulanger qui demande un ultimatum, qu'un ultimatum soit adressé à l'Allemagne. Jules Grévy va déclarer à Boulanger qu'il repousse formellement cette proposition d'ultimatum, bien évidemment. Il a la conviction que l'incident peut être réglé pacifiquement sans rien sacrifier de la dignité de la France, encore une fois. Et le général Boulanger insiste en disant qu'il donnerait sa démission si l'ultimatum n'est pas envoyé. Et voyant qu'en plus il n'est pas appuyé par ses collègues, il va même jusqu'à s'écrier « Je donne ma démission !» et il jette son portefeuille sur la table. Grévy lui fait signe qu'il peut l'y laisser. Le général n'en fait rien. Grévy, vous avez ce petit échange comme ça, évidemment, devant tout le monde. Et l'Allemagne va céder à nos réclamations. C'est l'un des plus éminents services, en fait, que Grévy ait pu rendre à la France. Il y en a eu d'autres, évidemment. Il a éclipsé les méchancetés, les racontards qu'on peut mettre sur lui, que la presse déversait quotidiennement sur le président. Imaginez, quotidiennement. D'ailleurs, il a dit un jour à un de ses invités qui lui parlait de la politique extérieure. « Oh non, je ne permets à personne de diriger ces deux choses, la guerre et les affaires extérieures. Pour le reste, je suis très coulant. Mais il ne faut pas qu'on oublie que c'est moi, le gouvernement, puisque je suis le pouvoir exécutif. Les ministres sont mes commis. S'ils ne marchent pas à ma fantaisie, je les change. Sur ce point, ils feront ce que je voudrais ou ils s'en iront. » Ça nous rappelle des choses qu'on a vécues il n'y a pas si longtemps. J'ordonne et il exécute. Timeline, 5000 ans d'histoire, Richard Fremder.